Bonjour à tous, je vais me présenter rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Marion Giraudon, je suis freelance depuis 10 ans, inscrite sur Malte depuis 10 ans aussi, puisque je me suis lancée en août 2015. Voilà, donc mon métier de base, c'est le marketing digital. Je conseille mes clients sur leur stratégie digitale et de façon plus opérationnelle, je gère aussi leurs campagnes publicitaires, surtout sur Google. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais surtout vous parler du marketing digital. Mais depuis 2018, j'ai aussi une deuxième activité qui est d'aider les freelances à lancer et développer leur activité. Donc cette activité, elle s'appelle Super Freelance. Vous pouvez retrouver ma chaîne YouTube, il y a plus de 200 vidéos avec plein de conseils, plein de témoignages. Et donc, mon but, c'est toujours de vous aider à construire une activité dans laquelle vous êtes épanoui et avec laquelle vous gagnez votre vie convenablement. Voilà, donc aujourd'hui, je vais vous proposer un sujet qu'on ne traite pas beaucoup. Souvent, on parle de comment trouver des clients. Et c'est vrai que c'est un sujet qui est important parce que, évidemment, sans client, on n'a pas d'activité, on n'a rien qui rentre. Mais on ne se rend pas souvent compte qu'une fois qu'on a trouvé des clients, il faut tout faire pour les garder le plus longtemps possible, si ça se passe bien, bien sûr, parce que, trouver un client ou fidéliser un client, c'est pas le même niveau de difficulté. Alors du coup, hop, je voudrais, déjà juste, heu parler d'un truc qui est super important, c'est que, quand je vous dis: «Il faut faire tout ce que vous pouvez pour les garder, le plus longtemps», c'est un peu une façon de parler parce que, on peut pas, vouloir un client à tout prix et on doit pas non plus vouloir garder un client à tout prix. Moi, je suis pas du tout fan de l'expression qui dit que le client est roi. Je trouve que c'est pas vrai et je trouve qu'il faut avoir un rapport, très, équitable, très égalitaire entre le client et nous. Oui, nous, on a besoin de clients pour vivre, pour facturer, pour faire rentrer de l'argent, pour payer notre loyer, pour payer la crèche, pour payer, nos courses, enfin ce qu'on veut et se faire plaisir. Donc oui, on a besoin d'eux. Eux ont besoin de nous aussi parce que sans nous, le boulot qu'ils nous confient, il est pas fait. C et puis c'est, une opportunité manquée pour développer leur entreprise. Donc faut bien, avoir en tête que, il doit pas y avoir de rapport de hiérarchie, il doit pas y avoir de rapport de force entre le client et vous. Par contre, qu'est-ce qui se passe, quand vous avez, des process qui vous permettent d'avoir des missions qui se passent très bien? Vos clients sont satisfaits. Un client satisfait, ça a plusieurs avantages. Ça peut sembler le b.a-ba, mais on va quand même le rappeler. D'abord, quand vous avez un client qui est satisfait, ça devient forcément un client fidèle. Ça veut dire que régulièrement, il va vous amener du chiffre d'affaires. Il va acheter davantage de prestations avec vous, il va rester sur la durée et c'est quand même intéressant de savoir qu'on a, de la visibilité sur son chiffre d'affaires. Là, puisque aujourd'hui on est avec Malte, il faut le dire aussi, plus vous avez des clients sur Malte, plus vous avez de nouveaux clients sur Malte. Puisque l'algorithme est tel qu'il prend en compte les missions que vous avez eues, le chiffre d'affaires que vous avez réalisé sur la plateforme, pour, vous valoriser et pour vous mettre plus en haut dans les résultats de recherche. Donc, quand vous gardez un client, que vous faites une mission un mois, une mission un autre mois, une mission un autre mois avec lui sur la plateforme, c'est un signe très positif pour Malte et ça va vous aider à obtenir d'autres contacts. Et puis moi, aujourd'hui, après 10 ans, je pense que 3/4 de mes clients, viennent de mon réseau et notamment de mes anciens clients. C'est hyper fort, lorsque quelqu'un qui dit: «Bah oui, il a déjà fait ça pour moi, elle a déjà fait ça pour moi, fais-lui confiance les yeux fermés, appelle-le de ma part». C'est top parce que c'est des gens qui vont arriver, vers vous et qui sont déjà convaincus. Donc c'est vraiment hyper important de les soigner parce que, un client qui est content, c'est un client qui va probablement vous en envoyer d'autres. Et puis, ça peut aussi vous permettre de communiquer, d'avoir un témoignage où il va s'exprimer sur comment s'est passée votre collaboration, d'avoir des études de cas. Vous pouvez valoriser les résultats que vous avez avec ce client, pour en attirer d'autres. Et puis, bon, faut le dire aussi, c'est quand même plus agréable de travailler avec un client qui a l'air content de ce que vous faites. Pour répondre à Raoul, oui, il y a effectivement le replay de ce webinaire qui sera envoyé. Voilà, donc le client n'est pas roi. Par contre, c'est bien de faire tout ce qu'on peut de notre côté, hein, parce que la réussite d'un projet dépend pas que de nous, mais il y a une grosse partie quand même qui dépend de nous et donc faire tout ce que vous pouvez dans la façon de gérer vos missions pour que, le client soit content, qu'il soit fidèle et qu'il soit un bon ambassadeur. Alors, comment on fait ça? Comment est-ce qu'on crée de l'enchantement dans la relation qu'on a avec un client? Il y a plusieurs étapes. Déjà, avant, en amont de la mission, il faut bien la préparer et puis il faut aussi bien réussir le moment d'onboarding, donc le démarrage de la mission.
Parce que, on dit souvent, hein, on n'a qu'une chance de faire une bonne première impression, donc faut pas le rater ça. Si la mission démarre mal, bah, ça risque de continuer mal. Alors que si ça démarre bien, le client, va vous faire plus facilement confiance, va plus facilement s'impliquer, et il va avoir une meilleure image de vous. Pendant la mission, évidemment, il faut faire le boulot et ça, on en parlera tout à l'heure, mais ça paraît assez bête à dire, mais en fait, quand on regarde bien, il y a plein de gens qui font pas vraiment le job correctement. Il faut aussi très bien communiquer. Ça évite vraiment beaucoup de problèmes, parce que la communication, elle est vraiment à la racine de tout. Souvent, les litiges, les tensions qu'on a avec un client viennent d'un problème de communication. Et puis, il faut arriver à toujours faire un petit truc en plus, ce que j'appelle, going the extra mile. Il faut arriver à faire un peu plus que ce que le client attend de vous. Trouver des moyens évidemment qui vous coûtent pas trop de temps ou qui sont pas trop compliqués pour vous. Le client sera content si, il a eu un peu plus que ce à quoi il s'attendait. Et puis après, et c'est quelque chose sur lequel je trouve que les freelances sont pas hyper à l'aise, sont pas hyper doués en général, c'est comment est-ce qu'on garde le lien avec un client quand la mission est terminée? Parce que quelqu'un qui vous a déjà fait confiance une fois et qui a été content, bah, c'est bien de rester dans son esprit pour que le jour où il a un besoin, le jour où quelqu'un d'autre a un besoin, ça soit à vous qu'il pense. Hésitez pas, si vous avez des remarques, si vous avez des questions, à utiliser le chat ou l'onglet questions si c'est une question. Je m'arrêterai pendant la discussion, de façon à ce que ça soit interactif. Alors, du coup, on va commencer. Alors, on a déjà une question de Jessica, le fait de faire un peu plus, c'est-à-dire exactement un exemple, car en faisant plus, le client prend la confiance et demande plus que ce qui a été convenu dans la précédente étape. Alors Jessica, on va y venir plus tard. Effectivement, il faut trouver des petites choses qui sont pas trop coûteuses pour toi, et qui vont juste faire un petit effet waouh, mais il faut pas non plus que quand tu quand tu donnes ça, le client te demande ça. Ça, c'est certain. Je suis d'accord avec toi. Alors du coup, à l'étape, avant la mission, puisqu'il y a vraiment, je le disais tout à l'heure, beaucoup de problèmes qui arrivent parce qu'il y a un manque de communication, parce que les 2 parties, avaient pas forcément la même vision sur les choses. Imaginons que vous faites des sites web, le client pensait que vous alliez fournir les images, il pensait que vous alliez écrire des textes et en fait, non, pour vous, ça fait pas partie de votre, job. Donc là, c'est embêtant parce que, du coup, vous lui livrez un truc avec du lorem ipsum et la même image partout en pensant qu'il va compléter et lui pensait que vous lui envoyiez un truc fini. Hem, Ça, c'est le genre de choses qu'on peut éviter en étant très clair dès le début. Donc il faut, dès le départ, que chaque élément de la collaboration soit écrit, d'une façon qui laisse pas de place à l'interprétation et signé. C'est pour ça qu'il faut, je privilégie le contrat au devis, moi, parce que le contrat permet de noter plus de choses. Donc il faut que le planning soit prêt. Il faut pas que le client s'attende, «Bah, OK, j'ai signé, pourquoi tu as pas encore commencé?» Et puis, il y a votre planning à vous, puis il y a aussi le temps que va vous prendre le projet. Donc il faut que, les étapes de livraison, les étapes de validation, les étapes de fin, tout doit être validé dès le départ. Ça ne veut pas dire que ça peut pas être modifié s'il y a des imprévus, mais il faut que ça soit clair dès le début. Ensuite, Clément, oui, un peu comme une roadmap. Qui va faire quoi? Quel est le planning? Quel est le périmètre? Donc là, l'exemple du site web, qui fait quoi? Qui fournit quoi à qui? Et surtout, heu vous, en tant que freelance, qu'est-ce que vous allez faire exactement? Pour la création d'un site, vous faites quoi? Si vous n'avez pas prévu l'achat du nom de domaine, il faut que ça soit clair, l'achat du nom de domaine, c'est la responsabilité du client. Si vous faites, des campagnes publicitaires, est-ce que le client doit créer son compte lui-même? Est-ce que le client doit fournir des visuels? Est-ce qu'il doit fournir des vidéos? Tout ça, c'est super clair. Il faut savoir qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que le client va faire et puis aussi de quoi vous allez avoir besoin de sa part. Et puis, quel va être le rythme de validation? À quel moment vous avez besoin qu'il consacre du temps à faire avancer le projet? Alors Nathalie dit: «Est-ce que tu formalises ça sur un doc à part le contrat ou le devis?» Alors, moi ce que je fais, c'est que sur les propositions que j'envoie, je fais en sorte que tout ça soit déjà clair et dans les contrats, évidemment, oui, c'est noté.
Alors mon contrat, il fait à peu près 10 pages. Je suis pas sûre que les clients lisent tout, mais en tout cas, il y a des parties qui sont importantes et je suis sûre qu'ils lisent bien la partie, contenu de la prestation. Donc voilà, c'est important de bien prendre le temps de mettre ça à plat. Quand on démarre, souvent, on est un peu excité, on veut juste signer le truc et après on verra. Et dire après on verra, c'est vraiment le meilleur moyen de se créer des problèmes. Alors Aurélie, non, je me suis pas entourée d'un avocat, j'ai utilisé un modèle de contrat. Alors attends, je peux vous donner le lien pour ceux que ça intéresse. Il est disponible sur mon site. C'est, hop, un contrat qui a été créé avec une plateforme qui s'appelle, hop, alors j'ai oublié le nom de la plateforme. Hem, j'ai oublié parce que c'était il y a très longtemps. Mais en tout cas, c'est une plateforme avec des juristes qui créent des modèles de documents, de contrats aussi, de plein d'autres choses. Et du coup, moi je suis partie de ça et ça m'est arrivé dans certains cas d'avoir des contrats particuliers à faire. Oui, ouais, c'est ça, c'était Legal Place. Merci Adrien. Et quand j'ai des besoins spécifiques, en fait, je vais sur Malte et je cherche un juriste. J'ai fait ça, par exemple, lorsque j'ai voulu faire un contrat avec les personnes qui m'ont remplacée pendant mon congé maternité. J'ai trouvé une juriste sur Malte qui m'a rédigé un contrat. Et lorsque j'ai quitté la France pour m'installer en Espagne et que du coup j'ai voulu créer des contrats des sortes d'avenants pour que les contrats que j'avais avec ma structure française, avec mes clients, puissent être transférés sur ma nouvelle structure espagnole. Donc voilà, des plateformes justement comme Legal Place, ça vous permet d'accéder, vraiment pour pas très cher, je crois que c'est 30 € par mois. Puis en fait, le premier mois, vous téléchargez tout ce que vous avez besoin et puis voilà. Vous permet d'avoir des modèles et ensuite vous pouvez payer pour des consultations. Mais c'est très cher. Il y a aussi des juristes sur Malte qui sont, bien, enfin c'est leur boulot en fait de rédiger, de modifier des contrats. Voilà. Du coup, tout doit être écrit noir sur blanc et vraiment le fait d'avoir passé le temps nécessaire au début, même si vous avez peur d'être chiant, de passer pour quelqu'un qui manque de souplesse, c'est très important. Et puis dans tout ça, il faut aussi, définir comment vous allez communiquer avec le client. À quelle fréquence déjà? Est-ce qu'il va sinon il va peut-être vous appeler tous les jours parce que lui, il veut savoir tous les jours où ça en est. Comment? Est-ce que c'est un outil de gestion de projet? Est-ce que c'est des mails? Est-ce que c'est des vidéos, des rendez-vous téléphoniques? Il faut être très, très, il faut être très clair avec ça et puis sur toute cette phase, si le client est mou, si le prospect est mou, c'est à vous d'être proactif et c'est à vous de relancer un peu la machine et de faire en sorte que, les choses arrivent. Alors, le client a signé, trop bien, votre contrat de de 10 pages avec toutes les modalités. Maintenant qu'est-ce qu'il faut? Il faut que le client ait confiance. Il faut qu'il sache que, il gère enfin vous gérez, il n'a pas à s'occuper des choses, il peut vous faire confiance et puis il faut que les choses soient limpides, il faut que ça soit super simple. Donc vous relistez bien tous les éléments, dont vous et le client allez avoir besoin. Donc il faut que la liste soit claire et il faut que vous ayez déterminé les étapes les étapes de votre projet. Quand vous le pouvez, pour, des choses qui vont demander l'intervention du client, préparez des tutos et assurez-vous que ces tutos, vous allez les réutiliser pour d'autres clients. Il faut les mettre à jour régulièrement. Moi, par exemple, je vois que quand il faut qu'un client crée son compte Google Ads, souvent il galère. C'est pas très compliqué, mais pour quelqu'un qui connaît pas, ça peut paraître un peu galère. Donc j'ai fait un petit tuto, pour créer le compte, il faut suivre cette méthode. Donc ça déjà, c'est un truc qui peut vachement vous aider et au-delà du fait que ça simplifie la vie du client, ça va aussi vous faire gagner du temps. Tout ce que vous pouvez processer comme ça, va vous permettre de rendre l'expérience client beaucoup plus fluide, et de rendre aussi pour vous les démarrages plus fluides. Ayez bien un vrai espace de communication, vous pouvez stocker vos docs, ça peut être un Google Drive, ça peut être Notion, ça peut être n'importe quel outil de gestion de projet, hem, qui est facile à prendre en main pour le client, et que vous pouvez, dupliquer. Par exemple, si c'est Notion, c'est bien parce que vous pourrez le dupliquer. Si c'est Google Drive, c'est pas bien compliqué de créer un nouveau dossier. Et puis au démarrage, ça peut être bien aussi vraiment pour créer de la confiance, pour s'assurer que tout est clair et aussi pour vous, pour mieux évaluer le niveau de connaissance du client, ayez un échange synchrone. Je suis très partisane de la synchrone, ça me gonfle à chaque fois qu'on me dit: «Est-ce qu'on peut se caler un call?» Alors qu'il y a plein de choses qui peuvent se régler à l'écrit ou avec des vocaux, sans qu'on ait besoin d'être dispo en même temps.
Mais quand même, au début, je trouve que c'est bien d'avoir un vrai échange, une visio, un rendez-vous téléphonique, pour être sûr que voilà, on est en phase. Donc ça c'est super important. Heu, Acceptez de prendre ce temps-là et quand vous faites votre prix, prévoyez bien qu'il va y avoir des échanges avec le client qui va vous les demander. Donc ça, c'est vraiment pour la partie démarrage. Est-ce que, cette partie-là, elle vous génère des questions ou des remarques? J'en ai eu un petit peu, pendant la discussion, mais si vous vient autre chose avant que je passe à la suite, n'hésitez pas à me le dire. Alors, je vois qu'il y a deux-trois personnes en train d'envoyer un message. Très clair, merci. Bon, bah, parfait. Merci Aurélie. OK, alors on va enchaîner. Alors Olivier, on a posé une plus haut. Alors j'ai pas vu. Alors, est-ce que le fait de donner toutes ces roadmaps n'est pas une bonne occasion au client de faire un benchmark et voir son devis ou contrat non signé? Ah! Alors je suis désolée Olivier parce que j'avais pas vu ta question et elle est très intéressante. Je me souviens qu'à mes débuts, j'ai eu pas mal cette discussion avec d'autres, freelances ou responsables d'agence. Parfois on se dit, «Faut peut-être pas trop en donner dans la proposition, faut peut-être pas trop en donner dans le devis» parce que, il risque et c'est déjà arrivé, hein, de comparer, de faire lui-même, de prendre un stagiaire. C'est vrai. Et d'un autre côté, ce qui fait que les gens vont signer avec vous, c'est qu'ils ont confiance, c'est qu'ils savent où ils vont. Donc moi, je vous incite à pas trop faire de rétention d'infos à ce stade-là. Sachant que, quand vous allez aller dans l'étape où vous êtes vraiment en train de formaliser, c'est en gros le client il vous a dit oui et vous vous assurez que les choses sont claires. Mais c'est aussi, lorsque vous avez un premier échange avec un prospect, il faut lui demander, en termes de communication, c'est quoi ses préférences, à quelle fréquence il a besoin d'être tenu au courant. Parce que c'est aussi une question de personne. Il y a des gens qui, vont faire confiance naturellement, qui ont pas besoin d'être sur votre dos en permanence. Vous allez tenir compte de ça dans votre prix. En revanche, s'il y en a un qui vous dit: «Moi, je suis ultra angoissé, j'ai la pression de mon boss, j'ai besoin de savoir tous les jours où tu en es». OK, bah, en fait, vous allez aussi un peu construire le truc en fonction de ça. Si tu as besoin que tous les jours je te fasse, je sais pas, un récap par mail, je le fais. Par contre, ça va me prendre plus de temps, donc le prix sera plus élevé. Du coup, cette partie-là, Olivier, est pas forcément, c'est pas forcément donner une énorme quantité d'infos. Après là, sur la slide actuelle, on est vraiment sur l'onboarding. Ça y est, c'est votre client, il a signé. Alors Clément nous dit: «Pour rassurer le client, on peut organiser aussi un rendez-vous minimum par semaine en présentiel». Alors, moi Clément, j'habite en Espagne, donc je vais pas chez mes clients en présentiel, ça c'est clair. Hem, comme je le disais, je privilégie moi la communication asynchrone. Parce que, quand on gère plusieurs clients à la fois, si vous en avez qu'un, bah, il s'attend à ce que tout votre temps lui soit dédié, donc c'est normal. Quand je gère plusieurs clients, je peux pas faire des rendez-vous avec eux toutes les semaines, sinon je m'en sors pas. J'aime aussi avoir de la souplesse dans l'organisation de mes journées et j'ai aussi besoin de temps pour, produire, si on peut dire. Mais au début, oui, ça peut être bien de d'avoir un peu plus de lien avec le client pour s'assurer qu'on est en phase. Alors, Raoul nous dit que le chat est en anglais. Raoul, j'ai l'impression qu'on est surtout avec des Français là, désolée. Alors, comment éviter les conflits lorsque le client fait des demandes le soir et le week-end? Certains clients se réveillent en pleine soirée ou le week-end pour agir. Alors oui, Jessica, moi je trouve qu'en ce moment, les clients ont tendance à beaucoup plus utiliser WhatsApp. Et ce que ça change pour moi, c'est que mes mails, je les consulte pas sur mon téléphone. Par contre, si tu m'écris sur WhatsApp à 21h, je reçois le message. J'ai pas envie de répondre, je suis en train de souffler tranquille, dans le canapé, je viens de coucher mes enfants, je suis pas là pour les clients. Donc d'abord je leur réponds pas, ça c'est la première chose, mais ça peut aussi être quelque chose qui, comment dire? Qui s'anticipe. On peut dans le contrat indiquer les heures dans lesquelles on peut être joignable. Et puis on peut aussi, comme fait Anne, avoir un téléphone pro et un tel perso. Pour moi, ça serait compliqué d'avoir ça parce que j'ai déjà un téléphone espagnol et un téléphone français. Hem, voilà, puis je tiens pas spécialement à enfin même quand c'était le cas, j'avais pas spécialement envie d'avoir 2 lignes et c'est vrai qu'avant on n'utilisait pas autant WhatsApp. Mais
C'est aussi à vous de privilégier certains canaux de communication. C'est-à-dire plutôt par mail, plutôt par un outil de gestion de projet. Ça, vous le consultez quand vous voulez. Et oui, comme dit Anne, les clients comprennent très bien que le soir, on n'est pas forcément joignable, que le week-end, on n'est pas forcément joignable. Donc, il y a pas de problème avec ça. Voilà. Du coup, la mission a démarré. Très important, de bien, faire le boulot qui était prévu. Donc, fais ce que tu dis et dis ce que tu fais. On va arriver sur la slide, suivante. Bon, moi, en 10 ans, j'ai parlé avec beaucoup de clients, avec qui j'ai travaillé ou avec qui j'ai pas travaillé. Et très souvent, les gens se plaignent que, le freelance qu'ils avaient avant n'a pas fait ça, qu'il a pas répondu, que ci, que ça. Donc, lorsque, vous avez un accord avec un client sur le contenu d'une prestation, vous devez faire la prestation qui est prévue. C'est simple. Vous pouvez pas oublier de faire un truc, c'est super important. Donc ça, c'est la première chose. Faites les choses telles qu'elles ont été prévues. Ensuite, deuxième chose, et ça, je sais que c'est le plus gros, l'erreur la plus fréquente, c'est de respecter les délais. Les délais, vous les fixez avec votre client. Donc, quand vous fixez les délais, assurez-vous de prendre un peu de marge, pour pouvoir, être réceptif si vous avez un autre client qui a une urgence, sans vous mettre en retard sur un autre. Hem Parce qu'aussi vous pouvez avoir un problème, vous pouvez avoir peut-être mal estimé en fait, finalement le boulot est plus important que ce que vous aviez imaginé et puis parce que, bah, vous êtes un humain, vous pouvez être malade, vous pouvez avoir une urgence et donc il faut que les délais lorsque vous les fixez, ils soient réalistes et qu'il y ait de la marge. Et ça peut arriver quand même que malgré tout, bah, en fait, vous soyez pas en mesure de respecter les délais et bah, dites-le, c'est pas compliqué mais dites-le et vous l'expliquez. Moi là, hier, j'ai dû expliquer à un client que j'étais en retard. Hem, j'ai, pour l'un de mes gros clients, la cliente principale à qui on a diagnostiqué, une maladie grave, qui s'absente, elle sait pas pour combien de temps, elle sera pas remplacée. Moi, j'ai passé beaucoup de temps ces derniers jours à réorganiser le travail avec ses équipes. Ça m'a mise en retard pour le reste. Bah, voilà, j'ai expliqué à ce client: «Désolée, mes autres projets devraient pas t'impacter, mais malheureusement c'est le cas, donc je vais être un peu en retard». Et il m'en veut pas. Donc ça, c'est aussi important de communiquer, toujours essayer de respecter les délais, et si vous pouvez pas, dites-le et en général, on va pas vous en vouloir, c'est pas très grave. Hem, Si vous avez un rendez-vous aussi, soyez ponctuels. C'est quand même important, que vous respectiez le temps des clients. Si vous arrivez 5 minutes, 10 minutes après alors quand c'est en présentiel, on peut comprendre qu'il y a eu des bouchons, que le train était en retard, que ci, que ça, même si, bah, c'est quand même mieux que vous preniez un peu de marge et d'être en avance. Mais si c'est en visio, si c'est au téléphone, là, il y a pas d'excuse. Ou alors s'il y en a une, finalement, je suis rentrée plus tard parce que j'ai eu un problème, j'ai un rendez-vous qui s'est éternisé, c'est toujours la même chose, prévenez-le et partez pas du principe qu'il va vous attendre. «Désolé, je risque d'avoir un peu de retard, est-ce que ça te va si on démarre un quart d'heure plus tard?» C'est pas, «J'arrive, je t'appelle quand je suis prêt». Ça se fait pas. Ça veut dire, ne pas respecter le client, en fait. Et par rapport à la ponctualité, je vois que Solène nous dit: «J'ai un client avec un souci avec un client pas assez flexible. Je réponds très rapidement aux mails et j'étais disponible toute la journée». Hem, oui, quand on a plusieurs clients, on peut pas être toujours joignable. Heu, Moi, j'essaie de laisser un peu de temps avant de répondre aux mails parce que je veux pas les habituer à ce que je réponde du tac au tac. Et pareil, s'ils veulent quelqu'un qui est dispo pour eux en permanence, bah, ils vont payer quelqu'un à temps plein. Là, quand tu as des contrats, des petits contrats, on va dire, quelques centaines d'euros, quelques milliers d'euros qui leur coûtent vachement moins cher que quelqu'un à temps plein, ils peuvent pas s'attendre à la même dispo. Alors moi, par exemple, je réponds très rarement au téléphone, si c'est pas planifié. Et je me rends compte que si j'ai à appeler un client, il va pas forcément me répondre, ce qui est normal. Peut-être qu'aujourd'hui il travaille pas, peut-être qu'il a un rendez-vous, peut-être qu'il est concentré, qu'il a mis son téléphone en mode avion. Donc ça par contre, c'est un truc sur lequel je réfléchirai jamais. Je peux pas être à la disposition des gens. Parfois je vais être déjà en ligne, parfois je choisis de pas avoir si j'ai des appels parce qu'il faut que je me concentre sur quelque chose. Donc
C'est important aussi de fixer ces règles-là et justement, le fait pour vous d'être force de proposition au départ, pour proposer des modalités de communication, ça va aussi aider à ce que, il y ait pas de mauvaises surprises parce que le client, tous les jours, il veut vous appeler alors que vous n'êtes pas dispo. Bon, autre chose, je le dis quand même, mais bon, je pense que vous le savez, mais évitez de faire des erreurs et faites en sorte, parce qu'on peut toujours en faire, c'est votre responsabilité de les détecter. Donc, prévoyez pour tout ce que vous faites une phase de vérification. Que vous fassiez une erreur, c'est pas grave du tout. Par contre, vous pouvez pas envoyer des trucs avec des erreurs au client. Et puis, il faut vous assurer que ce que vous faites, c'est fait dans les règles de l'art, que dans les livrables que vous proposez à vos clients, il y ait de la qualité. Ce que je vous dis, ça paraît vraiment le b.a-ba, mais honnêtement, en faisant ça, vous êtes plus fiable que 80-90 des autres entreprises ou que les autres freelances. Donc c'est très important. Je vois que Nathalie fait comme moi, hein, répond pas au téléphone à l'improviste. Plus vous cadrez la communication au départ, moins vous risquez d'avoir ce genre d'imprévu, de clients qui vous appellent alors que vous n'êtes pas dispo et qui va être frustré. Et du coup, Anne, j'ai l'impression que tu as vraiment fixé un cadre, assez rigide pour ton activité qui te permet d'avoir un rythme, dans lequel tu te sens bien? Je regarde mes mails 3 fois par jour, ils le savent. Je réponds peu au téléphone. Quand je suis concentrée sur une mission de correction, je peux pas être à disposition de tout le monde. Ça garantit la qualité de la presta. Bah oui, je trouve que c'est très important de savoir que c'est aussi dans leur intérêt de nous laisser bosser, en fait. Et hem et si quand on s'interrompt dans quelque chose qu'on fait qui demande de la concentration, même si la conversation va durer peut-être 3-4 minutes, on n'a pas perdu 3-4 minutes. On a perdu les 3-4 minutes, plus le temps derrière de se remettre dans ce qu'on faisait. Donc c'est pas souhaitable de laisser, les interruptions comme ça prendre le contrôle de notre journée. Alors est-ce qu'il est préférable d'en parler en amont concernant les jours de travail, si uniquement on se met du lundi au vendredi? J'ai toujours l'appréhension que lorsque c'est encore un prospect, ça va constituer un frein, un élément bloquant, donc j'en parle pas dès le début. Alors Jessica, je sais pas qui sont tes clients. C'est vrai que la majorité des gens quand même, ils travaillent en semaine du lundi au vendredi sur des horaires, de journée, on va dire. Peut-être que les tiens, c'est pas le cas et donc ils peuvent, te contacter à d'autres moments. C'est vrai que quand on travaille avec des indépendants, on peut parfois, recevoir des demandes le soir ou le week-end. Ils les envoient quand ils veulent, hein, ça c'est important. Mais il faut qu'ils les envoient du coup sur un canal, qui va pas être intrusif, comme un mail, comme quelque chose comme ça. Et du coup, j'allais te dire, Jessica, exactement ce que Nathalie, vient d'écrire. S'il y a un problème avec le prospect parce que tu lui dis que tu travailles pas le week-end, c'est peut-être mieux de le savoir tout de suite parce que tu risques d'avoir des problèmes et donc c'est pas un bon client pour toi. Mais c'est important aussi, de se dire enfin, moi personnellement, j'ai choisi le freelancing pour la liberté et je veux pas m'engager à être dispo par contre tous les jours de semaine, de 9h à 18h. Parce que, des fois, en fait, je vais faire autre chose. Je vais avoir des rendez-vous perso. Là, par exemple, au mois de juillet, on a réservé une journée de kayak, c'est une journée où je travaillerai pas. Je veux pas être engagée cette journée-là à répondre et devoir vite, regarder mes mails dès que je vais sortir du kayak. Enfin, voilà, c'est important. C'est pas la l si vous cadrez la communication dès le départ, de dire: «Chaque semaine, on fait un point» ou alors, il y a un outil de gestion de projet et tu sauras toujours où j'en suis parce que je vais bien le remplir. Ça évite d'être corvéable et d'être à disposition. Donc après, ça peut être possible, comme le dit Anne, en cas d'urgence, de dire: «OK, mais si tu me fais bosser le week-end, ça sera plus cher». Voilà. Alors Clément nous dit: «Sur Malte, je me lance, j'ai vu un client qui me proposait une mission sur 6 mois avec 3 jours par semaine. En fonction de ce que les clients proposent, on peut s'organiser avec les autres missions». Oui, c'est ça aussi Clément. Toi, si ce que tu vends, c'est du temps, les 3 journées, de la semaine, tu vas devoir être disponible pour eux. Par contre, les 2 autres, non. Et oui, journée kayak, en fait, ils ont pas besoin forcément de savoir, ce que je suis en train de faire. Juste, je suis pas dispo et puis de toute façon, je m'engage pas à répondre toujours dans l'heure donc voilà, il y a aucun problème. Voilà, donc c'est important bien de faire ce que vous avez dit, mais aussi de dire ce que vous faites et faut absolument communiquer.
Alors là, Amélie nous dit: «J'ai mis l'outil de gestion de projet en payant car ça prend beaucoup de temps à remplir. Plusieurs prospects m'ont dit qu'ils trouvaient pas ça normal ou n'étaient pas d'accord. Qu'en penses-tu?» Alors, imposer un outil à un client, parce que c'est ça en fait, on lui dit: «Bon bah voilà, on va travailler avec cet outil», ça fait toujours peur parce que pour eux, ça peut avoir un certain temps de prise en main. Il peut y avoir des réflexes qu'ils ont pas. Donc effectivement, mais ça va avec, un reporting plus souvent, plus d'échanges. Il faut que ça coûte enfin, c'est du temps pour vous, donc ça doit être plus cher. Donc que tu le fasses à travers un outil de gestion de projet, que tu le fasses à travers une visio hebdo, heu dans tous les cas, le temps que vous passez à valoriser votre travail auprès du prospect ou du client, il doit avoir un coût. Donc ça, c'est normal. Donc et là, on en revient à la communication. C'est super important, de bien savoir comment vous allez communiquer avec lui. Est-ce que vous allez avoir des rendez-vous réguliers par visio, par téléphone ou en présentiel? Et quand je dis régulier, en fait, régulier, ça veut rien dire. Si vous mettez régulier dans votre contrat, peut-être que régulier pour vous, c'est tous les mois et peut-être que régulier pour le client, c'est toutes les semaines. Donc des rendez-vous, à fréquence fixe, toutes les semaines, tous les 2 jours, tous les mois. Voilà, ça, faut que ça soit clair. Est-ce que vous allez utiliser, comme Amélie, un outil de gestion de projet? Est-ce que vous allez envoyer des documents de reporting? Moi, j'ai des clients, ils savent que chaque début de mois, ils vont recevoir un PDF avec, les chiffres principaux, de leur campagne, et des éléments d'analyse de ma part et un plan d'action. Ça, ils le savent. Donc en fait, c'est notre principal moyen de communication. Ou il y en a aussi qui aiment mieux travailler par messagerie instantanée. Faut vraiment être OK sur la fréquence, et quand on dit fréquence, on dit, tous les mois, toutes les semaines, tous les jours. C'est très important et aussi la durée. Parce que si le client, il croit que vous allez pouvoir papoter pendant 2 heures alors que, vous bloquez 30 minutes dans votre agenda, bah, il risque d'y avoir un petit conflit parce que vous allez dire au bout de 30 minutes: «Moi, je dois raccrocher», dire: «Ah bon? Mais on avait encore plein de trucs à se dire», voilà, donc ça c'est important aussi. Et puis, hem, il y a un truc qu'on fait plus, dans notre époque, c'est d'appeler les gens, on le fait plus trop. C'est vrai que moi la première, hein, je préfère écrire. J'ai aussi toujours peur de déranger, mais par contre, si vous sentez qu'il y a un problème, si vous sentez qu'il y a une forme de tension qui commence à émerger, appelez. C'est très important d'oser, prendre le téléphone, pour régler des situations qui, si on les règle pas, en fait, vont empirer. Et puis, surtout, le client, il a besoin de savoir où vous en êtes. Pour savoir que vous gérez, pour savoir qu'il a pas besoin de s'en occuper, il faut qu'il sache où vous en êtes. Donc s'il sait que toutes les semaines vous faites le point, par téléphone, c'est bon, il sait où vous en êtes. S'il y a un outil de gestion de projet qui est rempli, il sait où vous en êtes. Ça, c'est vraiment super important. Et puis quand vous dites, vous faites une visio avec votre client, vous lui dites: «Je vais faire ça», OK, bah, quand vous l'avez fait, vous lui dites. Vous lui envoyez un petit mail, vous mettez à jour la petite gestion de projet. Voilà, on s'était dit ça, j'ai traité ce sujet et ce sujet. Comme ça, il sait, c'est bon, il s'en occupe, c'est fait. Et ça, c'est très important, hein, parce que faut pas oublier que nos clients ne comprennent pas forcément, notre métier, ils comprennent pas forcément ce qu'on fait, ils comprennent pas forcément la difficulté. Donc plus vous communiquez avec eux, plus vous leur donnez quand même une forme de contrôle sur ce qui se passe. Et puis alors, que faire lorsque le client a 2 gérants et qu'ils communiquent pas entre eux? Est-ce qu'on a un contact avec l'un d'eux qui n'est plus ou moins fluide? Alors ça peut arriver, le mieux en général, c'est que vous ayez un interlocuteur privilégié, on va dire. Que ce soit avec lui que vous fassiez vos échanges. Maintenant si vous communiquez à l'écrit, bah, vous pouvez aussi, faire en sorte à chaque fois que les 2 soient destinataires de vos mails, par exemple. Et alors du coup, on l'a évoqué dès le début de notre webinaire aujourd'hui, il faut arriver à lui donner un peu plus que ce qu'il attendait. Donc faudrait on va dire, faut pas se contenter du minimum syndical. Le minimum syndical, c'est ce pour quoi il a payé, en gros. Il faut trouver des moyens de donner un peu plus, mais des moyens simples et qui vous demandent pas beaucoup d'efforts. Ça va montrer au client que vous êtes impliqué, ça va aussi améliorer votre rapport qualité-prix et la valeur perçue, que le client a de votre travail. Ça peut aussi vous aider à élargir le spectre de votre mission et le chiffre d'affaires que vous générez avec le client. Et puis ça crée aussi un attachement et une forme de dépendance, de la part du client parce que, plus vous en faites,
plus vous êtes difficile à remplacer. Donc par exemple, si vous êtes monteur de vidéo, bah, vous montez une vidéo longue, vous pouvez, lui faire un short de quelques secondes. Peut-être que du coup, il y a un moment, il va vous dire: «Ah, est-ce que tu pourrais pas aussi me monter des shorts?» Ça peut être cool et vous permettre de faire plus de choses pour le client. Ça peut être aussi, moi par exemple, comme je travaille beaucoup sur la publicité, faire un peu de pige sur la concurrence. Dès que je vois un truc intéressant qui est lié à leur marché, je leur envoie: «Ah tiens, tu as vu, machin, ils font ça» et pour eux, c'est hyper intéressant. Pour moi, ça me coûte rien parce qu'en fait, cette veille, je la fais, dans tous les cas parce que j'ai besoin de la faire pour, bien faire mon travail. Je prends le temps d'envoyer un petit mail: «Tiens, regarde, j'ai vu ça, ça peut être intéressant, pourquoi on le testerait pas?» Et voilà, quoi. Et puis, ce qui peut être intéressant aussi, c'est que comme le client, souvent, il est un peu perdu, il va se retrouver à piloter différents prestataires, il comprend pas. Vous pouvez aussi prendre le relais et dire: «T'inquiète pas, je vais échanger directement avec ton développeur, avec ton consultant SEO, avec ci, avec ça». Moi, par exemple, quand je travaille sur des campagnes Google, il y a un travail important à faire au niveau du tracking, donc pour que Google ait bien les infos sur ce que font les internautes lorsqu'ils viennent sur le site. Si je demande au client: «Tiens, demande ça à ton développeur, fais ci, fais ça», on s'en sort pas. Donc mets-moi en contact avec ton développeur, si tu veux, je te mets en copie, mais je m'en occupe et ça, c'est super apprécié aussi. Alors mon problème, Jessica nous dit: «Mon problème, c'est que je travaille en communication et tout se complète et dès que, par exemple, poster une petite story en plus, ils en profitent après pour demander des stories, trouver des influenceurs, mais ce n'est pas inclus dedans». Hem Alors Jessica, il faut que tu sois très claire sur ce qui est inclus dans ton forfait. Hem et peut-être qu'il faut que tu trouves une autre façon d'en faire un peu plus pour eux, pour qu'ils imaginent pas qu'ils peuvent te demander tout et n'importe quoi sans augmenter le tarif qu'ils payent. Ça, c'est un truc qui est important. Et puis oui, si jamais ils veulent plus, bah, tu peux aussi leur dire, «OK, si tu veux que je fasse ça, je vais le chiffrer». Ça, c'est une possibilité aussi. En tout cas, ça, c'est ce qu'il faudrait que vous puissiez faire sur vos missions pour que ça se passe bien. Et puis, si ça se passe bien, il y a quand même plein de raisons qui peuvent faire que quand même, bah, la mission s'est arrêtée. Je sais pas, vous remplaciez quelqu'un qui était absent, ou vous travaillez sur un projet, ça y est, qui est terminé, ou alors finalement, ils ont décidé d'internaliser ces compétences. Il faut rester quand même en contact avec eux. Déjà, quand ils postent sur les réseaux sociaux, ben, c'est pas bien compliqué, mais vous pouvez commenter, vous pouvez repartager des choses. La nouvelle année arrive, bah, vous pouvez envoyer vos vœux. Il y a quelque chose qui se passe sur le marché, vous envoyez un message: «Tiens, j'ai vu ça, j'ai pensé que ça pourrait t'intéresser, comment ça se passe en ce moment?» Vous pouvez aussi mettre en relation avec votre réseau. Moi, je sais que mes anciens clients, dès que je peux, ceux que j'aime bien, dès que je peux, je les recommande et ils sont toujours contents. On leur amène par exemple, je gère les campagnes, Google d'une agence qui crée des sites web. Quand j'ai une opportunité, c'est pour eux quoi et ils apprécient. Donc hésitez pas à faire ça. Ce que je vous conseille, parce que quand on est au four et au moulin, c'est-à-dire qu'on doit faire la prospection et qu'on doit aussi, servir les clients qu'on a, on va vite, prioriser les clients existants et laisser un peu de côté la prospection, laisser de côté, bah, le travail du lien avec les anciens clients. Ayez bien un CRM, comme ça tous vos prospects, tous vos clients sont notés dedans et vous pouvez vous mettre des rappels pour pas laisser passer plus de 6 mois avant de recontacter un ancien client. Et puis vous allez peut-être me dire: «Oui, mais je leur dis quoi?» Eh ben, on trouve toujours et vous pouvez piocher sur les trucs d'en dessus. «Tiens, j'ai vu que vous avez sorti tel nouveau produit, c'est cool. Ah, j'ai vu que ton concurrent avait fait ça. Ah, j'ai vu qu'il y a un changement au niveau des lois», en fait, on trouve toujours un prétexte, quoi. Donc hésitez pas vraiment. Souvent ça peut paraître assez artificiel, mais assez vite ça reviendra, ça deviendra plus naturel. Alors je vois qu'on a Fiona qui dit: «Jessica, je fais comme toi, clairement la gestion UGC influence, c'est un plus. Ce que je peux faire en plus, c'est par exemple, j'ai pas assez de contenu, je fais un UGC vidéo, je pense à des events sur lesquels ils peuvent se placer, je suis force de proposition impliquée». Oui, voilà, ça peut être aussi donner des conseils qu'on vous a pas forcément demandé, mais qui du coup qui seront bien accueillis. Alors Anne nous dit: «J'envoie toujours un mail à la nouvelle année, plus en juin pour annoncer mes congés d'été. Ça
permet d'en profiter pour demander des nouvelles, rappeler que j'existe, ça peut générer de nouvelles missions. Il y a aussi des actus, une phrase qui nous a fait penser à eux. Bah oui, mais du coup, il faut vraiment être rigoureux avec ça. Bah là, du coup, Anne, elle a déjà ce rythme avec, on va dire, 2 prises de nouvelles annuelles, c'est pas mal. Donc, Anne, on voit que tu as plusieurs années d'expérience derrière toi parce que tu as mis en place pas mal de choses qui permettent d'être plus épanouie parce que on parle souvent de la rat race. La rat race, en gros, c'est cette espèce de roue infernale dans laquelle on est, où tous les jours à 8 heures du matin, on va se mettre dans les bouchons pour aller travailler. On va se remettre dans les bouchons à 6 heures, on rentre chez soi pour gagner un salaire où on peut pas faire trop de fantaisie. Et il y a plein de freelances qui quittent le salariat pour ça et qui se mettent dans une autre rat race parce qu'ils deviennent esclaves de leurs clients, ils deviennent esclaves de leur activité et c'est un peu dommage. Alors Anne, tu n'as pas de CRM, tu as du mal avec les outils. Alors pourquoi pas te faire un petit document, tout bête sur Excel, où tu listes tes clients, tes prospects et puis tu notes, tes dernières interactions avec eux. Si tu veux pas, prendre le temps de prendre en main un nouvel outil, va à la simplicité. Ouais, il y en a plein qui le font aussi sur Notion, c'est assez pratique aussi. En tout cas, il faut qu'il y ait quelque part un endroit qui centralise, toutes les entreprises avec qui vous avez été en contact, que vous ayez bossé avec eux ou pas. On m'a fait un tableau sur Excel, il faut que je m'en empare davantage. Bah, très bien Anne, ça serait top ça. Est-ce que tu connais un service gratuit de newsletter pour générer du contenu actualité sur nos expertises et nos prospects? Alors, il y a normalement Brevo qui a encore une version gratuite, je suis plus sûre. Mais sinon, je suis sûre que Mailchimp, tu peux utiliser, Aurélie. Ah, Nathalie, alors moi, j'ai une version payante de System.io. Je savais pas qu'il y avait une version, gratuite. OK, Brevo, 500 mails gratuits par mois. Bon, en tant que freelance, Aurélie, je sais pas si tu es déjà à 500 mails par mois, mais c'est déjà pas mal, hein. Donc ça peut être un bon moyen aussi. Il y a des freelances qui travaillent avec une newsletter. Alors par contre, si vous faites ça, attention à la RGPD, les personnes qui sont inscrites dans votre newsletter, doivent être vraiment inscrites. Vous pouvez pas vous dire manuellement: «Je vais mettre tous mes contacts». Ça, c'est interdit. Il faut qu'ils soient opt-in, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils aient donné explicitement, leur consentement pour figurer dans ta base. Alors, du coup, on arrive au terme des slides que j'avais préparés. Du coup, je suis très curieuse. Est-ce que vous pouvez me dire quelles sont, après ce webinaire, les actions concrètes que vous voulez mettre en place dans votre activité pour, mieux fidéliser, vos clients? Alors Anne, je pense que tu peux peut-être faire plusieurs onglets, mettre tes clients d'un côté où là tu vas juste essayer de maintenir le lien. Tu mettrais tes prospects et puis tes contacts réseau, bah, ça peut être bien aussi de les travailler, donc pourquoi pas avoir différents onglets. Bah, écoute Cassandra, merci à toi, c'était un grand plaisir pour moi. Alors Marie, comment on fait pour qu'ils acceptent d'être dans notre base de données? Il faut leur demander par mail. Oui, en fait, quand tu utilises un système comme Brevo, oui, Fiona, je remets la slide. Quand tu utilises un système comme Brevo ou Mailchimp, par exemple, tu vas avoir, des formulaires. Donc ce que tu peux faire, c'est de leur proposer de remplir le formulaire pour qu'ils soient dans ta base de données. Et du coup, ton outil parce que tu dois pas juste avoir recueilli leur consentement, tu dois avoir la preuve que tu as recueilli leur consentement. Donc dans ton Mailchimp, par exemple, il y aura toutes les infos, l'IP avec laquelle ils étaient quand ils ont rempli le formulaire, la date, l'heure et tout ça, quoi. Alors, on a une question de Henri qui dit: «Offrir un petit cadeau». Ouais, un petit cadeau avec la carte de vœux, c'est toujours, ça, c'est toujours apprécié. Je trouve que ce webinaire a été super, ravie des échanges. Je vais effectivement refaire un point sur ma communication, garder un lien avec des anciens clients. Bah, écoute, je suis ravie Solène. Le but là, c'est vraiment que vous partiez avec des idées, hyper précises en tête. Alors Anne, m'emparer de mon fichier Excel, proposer le petit plus extra, top. Un panier garni. Ouais Clément, tu généreux, hein. Mais oui, ça fait toujours plaisir. Alors après
Ce que je me dis aussi, c'est que, ils en reçoivent un paquet, au nouvel an. Je pense que pour être plus, moi ça m'est déjà arrivé d'envoyer des trucs, mais pas au nouvel an parce qu'en fait je me dis: «Ça va être noyé avec tout le reste». Tu envoies des chocolats comme tout le monde, donc peut-être plus, ce que j'avais déjà fait moi, c'est plutôt à Pâques. Donc voilà, autant le faire, peut-être pas en même temps que tout le monde où finalement ton idée, ta générosité, elle est un peu noyée et c'est ultra, hem, ultra classique quoi. Oui, Anne, exactement, se démarquer. Bah, moi, ce que j'avais fait, par exemple, j'avais un très bon client qui avait plein de sites qui me donnaient beaucoup de boulot, qui rachetait, des collections de pièces de monnaie. Donc je lui avais fait faire des enfin, je lui avais fait faire, j'avais acheté des pièces en chocolat que j'avais envoyées pour Pâques et en plus, j'avais aussi bossé avec sa femme, donc j'avais son adresse perso. Je savais qu'ils avaient 5 enfants, ouais, j'ai envoyé des trucs, c'était pour toute la famille, quoi. Avant les vacances d'été ou à la rentrée en septembre, c'est pas mal. Exactement et puis on trouve toujours des idées, en fait, de trucs qu'on peut faire, mais voilà, c'est vrai que la relation client quand on est en freelance, c'est un truc qu'on a du mal à prendre le temps de faire, qu'on fait pas de façon très naturelle. Alors oui, c'est parfois difficile de trouver des clients et c'est ça la priorité. Mais du coup, justement, quand vous les trouvez, essayez de faire en sorte, qu'ils restent et qu'ils vous en amènent d'autres. Alors je vois qu'il y a d'autres, presque à rebudgéter dans les charges. Ouais. Ouais, ouais, puis bon, pour ceux qui sont en micro, c'est vrai que c'est une dépense. Pour ceux qui ont un autre statut, ils peuvent aussi, déduire. Alors Clément nous dit: «J'ai des amis qui sont experts SEO et proposent un format abonnement que je trouve intéressant». Oui, exactement. C'est vrai que ce qu'il faut aussi faire, c'est dans la conception de votre offre, les clients ne vont pas forcément penser qu'ils ont besoin que vous les accompagniez sur la durée, donc ça va être à vous d'être force de proposition pour ça. Et moi, quand j'envoie, une proposition à un contrat, de façon systématique, il va y avoir, une proposition pour les accompagner sur la durée. Parce que dans mon métier, ça s'y prête bien, comme, le SEO. Alors Étienne qui prend le train en marche, aucun problème, le replay sera envoyé, donc tu pourras voir ce que tu as raté. Alors Fanny nous demande dans le contrat de départ, est-ce que vous indiquez également vos engagements de fin de contrat, déconnexion des comptes? Non, Fanny, c'est vrai que je le fais pas. Hem, c'est vrai que je le fais pas et effectivement, j'ai encore accès à plein de comptes de boîtes avec qui je travaille plus. Il y a des agences enfin, il y a des clients qui sont un peu plus structurés et donc, on arrête de travailler ensemble, bah, ils me coupent mes accès. Mais, non, c'est vrai que je le fais pas. Ça peut être intéressant, ça peut être aussi un truc qui donne confiance. Alors OK, ouais, Nathalie, fait un panier garni pour tous ses gros clients et puis, un petit peu de côté tous les mois pour pouvoir payer ça. C'est intéressant et du coup, quand vous faites vos prix, pensez aussi que vous voulez peut-être avoir des dépenses de ce type-là. Alors, dans la prise de contact, j'ai actuellement un créneau de tant d'heures par semaine si tu as des connaissances qui oui, Ségolène, ça peut être une idée. Maintenant, plutôt que de dire si tu as des connaissances qui cherchent un free, je dirais plutôt si tu as des connaissances qui veulent, améliorer ci ou ça, pour que ça soit un peu plus percutant, mais dans l'idée, c'est pas mal, ouais. Parce que du coup, si le courant passe bien avec eux, bah, ils vont aussi peut-être avoir envie de t'aider, donc c'est plutôt une bonne chose et une bonne idée. Bon après si tu les contactes que pour ça, c'est peut-être un peu moins, intéressant, mais tu peux glisser comme ça dans la conversation. Je vois que Clément aussi, est en train de nous écrire quelque chose et Pierre. Alors Clément, maintenant il faut que tu valides ton premier client. Oui, tu t'es bien inscrit sur Malte, ça y est? Ah, donc Clément, Ouda, il faut que vous trouviez vos premiers clients, mais maintenant vous savez comment faire en sorte pour que ça se passe bien quand vous les aurez trouvés et ça, c'est important aussi, hein, parce que, lorsque lorsqu'on trouve, les premiers clients, souvent au début, c'est d'abord, l'euphorie, puis tout de suite après, c'est la grosse panique, genre: «Merde, comment je fais? Est-ce que je suis à la hauteur?» Donc plus vous êtes préparés, plus ça va bien se passer. Tiffen, non, j'ai pas un bon template d'onboarding sur Notion parce que, je trouve que ça dépend vraiment beaucoup du métier.
Et là, bon, aujourd'hui, on parle surtout de marketing digital, mais parmi vous, il peut y avoir des créateurs de sites internet, des gens qui font de la publicité, des community managers, des rédacteurs, des graphistes. Du coup, l'onboarding, il est super dépendant de ce que vous proposez. Alors, Adrien nous dit dans les questions, j'ai du mal à fixer mes tarifs. Comment savoir quel tarif mettre pour telle ou telle prestation? J'ai souvent l'impression de devoir me mettre en dessous des prix du marché pour avoir des clients. Alors déjà, première question, Adrien, comment est-ce que tu connais les prix du marché? Et si tu dois te mettre en dessous des prix du marché pour avoir tes clients, c'est que tu as des clients qui s'attachent qu'au prix, je pense. Donc, déjà, essaye de calculer le temps que tu vas passer pour les prestations. Je ne sais pas ce que tu proposes hein, comme type de service, mais d'imaginer aussi ce que ton travail va leur apporter. Et puis vois comment ils réagissent. Et aussi, lorsque tu es en contact avec tes prospects, parle-leur de leur budget. Ça va beaucoup t'aider. Merci à tous. Je vais vous mettre le lien de mon LinkedIn si jamais vous souhaitez qu'on reste en contact. Hop. Ok, t'es dans le digital. Ouais, donc essaye de voir déjà. Bon, les tarifs des agences, on les connaît plutôt. Hein. Euh, on les connaît. Je vais vous mettre aussi le lien de ma chaîne YouTube. Euh, En fait, ça dépend vraiment beaucoup de tes clients, quoi. Ça dépend beaucoup de tes clients, de leur budget publicitaire. C'est difficile comme ça. Comment relancer un prospect suite à l'envoi d'un devis, me demande Nathalie dans les questions. Oui, bah, tout simplement, tu peux lui dire que tu es en train d'organiser ton travail des semaines qui viennent et que bah, tu aimerais avoir un retour sur ce que je vais y arriver, suite à la proposition que tu lui as envoyée, ou tu peux lui demander s'il a bien pu consulter ton devis, est-ce qu'il a des questions. Alors ouais, Solène, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est dangereux de mettre un prix qui est trop bas parce que du coup, t'es perçu. En plus, au-delà du côté financier où oui, il y a des augmentations URSSAF là assez fréquentes en ce moment. Euh, c'est pas des très bons clients que tu attires avec du low cost. Ils vont pas forcément accepter des augmentations, ils vont pas forcément t'envoyer de bons clients derrière. Donc, faut pas trop, faut pas trop commencer bas, quoi. Hop, et voilà, non, il n'y a pas d'autres questions. Parfait. Écoutez, merci à tous. J'espère vraiment que ça va vous aider à mettre en place des choses très concrètes et très simples, mais qui peuvent vraiment faire la différence avec les clients. Merci d'avoir été connectés aujourd'hui.